Obtenez le propriétaire au téléphone maintenant. Le cri de Serena déchira le restaurant comme une lame. Chaque client tourna la tête. J'étais assise dans ma banquette d'angle, mon café à moitié fini, lorsque ma belle-fille fit irruption dans la salle à manger principale. Elle était au bras de mon fils Marcus, entourée d'un groupe d'amis élégants. Serena portait une robe de créateur rouge sang qui criait le luxe et des bijoux qui scintillaient sous les lustres en cristal. Et puis elle m'a vu, son visage tordu en un masque de dégoût absolu. Qu'est-ce que cette vieille femme fait ici au nom de Dieu? Les mots jaillirent de sa bouche comme du venin, assez fort pour que la moitié du restaurant entende. J'ai senti chaque regard me transpercer. Mon cardigan gris usé, mes chaussures confortables, mes cheveux tirés en un simple chignon. J'étais la tache sur leur soirée parfaite. Marcus se précipita, le visage rouge. Non pas d'indignation face à la façon dont sa femme me traitait. Il avait honte de moi. Maman, siffla-t-il entre ses dents serrées. Qu'est-ce que tu fais dans un endroit comme celui-ci? Regarde comment tu es habillé. Mon Dieu, c'est humiliant. Mon propre fils, mon unique enfant. Les mots me frappèrent à la poitrine, mais je gardai mon calme. Mes mains tremblaient légèrement autour de la tasse de café, mais je ne dis pas un mot. Serena claquait déjà des doigts au personnel de service, sa voix montant en hauteur. J'ai besoin du gérant maintenant. Cette femme n'a pas sa place ici. C'est un établissement haut de gamme, pas un refuge. Faites-la sortir d'ici immédiatement. Des murmures emplirent l'espace. D'élégants couples aux tables voisines nous observaient avec un mélange de curiosité morbide et de désapprobation manifeste. Certaines femmes me regardaient avec pitié, d'autres avec dédain, comme si ma simple présence contaminait l'air raffiné. Les amis de Marcus et Serena tentaient de réprimer des rires mal à l'aise. L'un d'eux marmonna quelque chose à propos des gens qui ne connaissent pas leur place. Marcus se pencha plus près, son souffle chaud contre mon oreille. « Maman, s'il te plaît. Nous sommes ici avec d'importants investisseurs. Tu vas tout gâcher. Tu ne peux pas juste partir? Il y a des restaurants bon marché dans le Nord. Vas-y, investisseurs, des gens importants. » C'était toujours la même chose. Je n'étais jamais assez bien pour eux, jamais assez élégante, assez moderne, ou assez précieuse. Serena continua à gesticuler dramatiquement, sa voix atteignant des notes presque hystériques. C'est inacceptable. Nous payons une fortune pour dîner dans une atmosphère exclusive, et ça se présente. Où est le propriétaire? Je veux parler au propriétaire tout de suite. Elle me pointa du doigt comme si j'étais une ordure qu'il fallait enlever d'urgence. Ses amis hochèrent la tête, scandalisés, murmurant entre eux sur le culot de certaines personnes. Un jeune serveur s'approcha nerveusement, essayant de calmer la situation. Serena le coupa avant qu'il ne puisse parler. Je ne veux pas d'excuses. Je veux le gérant. Je veux le propriétaire. Quelqu'un doit répondre de ça. Le pauvre jeune homme courut pratiquement vers les bureaux arrière. Marcus évita complètement mon regard, se concentrant sur un sourire tendu à ses investisseurs, essayant de minimiser l'incident. Je restais assise, me sentant comme si 66 ans de vie avaient été réduits à ce moment d'humiliation absolue. Mon propre fils voulait m'effacer de son existence. Les secondes s'éternisaient comme des heures. Serena utilisa chaque instant pour alimenter le feu. Je ne peux tout simplement pas le croire. Pouvez-vous? Vous venez célébrer, conclure des affaires importantes, et vous devez tomber sur cette situation. Elle s'est probablement faufilée sans réservation, ou pire, quelqu'un a eu pitié d'elle et l'a laissée entrer. Ses amis rirent. Ce rire cruel familier aux femmes qui aiment marcher sur les autres. L'une d'elles ajouta, « Pauvre chérie. » Elle a probablement vu l'endroit de l'extérieur et a pensé qu'elle pouvait faire semblant d'y appartenir. Les rires redoublèrent. Puis Tony Davis apparut. Le gérant du restaurant s'approcha de nous avec son élégance calme caractéristique, un costume impeccable, une posture droite, un sourire professionnel qui ne révélait rien. Serena se jeta immédiatement sur lui. « Enfin, j'ai besoin que vous sortiez cette femme d'ici immédiatement. Elle gâche l'expérience de tout le monde. Regardez comment elle est habillée. C'est embarrassant pour votre établissement. » Tony écouta en silence, hochant légèrement la tête, son expression complètement neutre. Puis ses yeux se posèrent sur moi. Pendant une seconde, quelque chose vacilla dans son regard. Quelque chose que Serena manqua parce qu'elle était trop occupée à savourer son moment de pouvoir.
Marcus intervint, sa voix tentant de paraître autoritaire. Écoutez, nous ne voulons pas faire une plus grande scène. Gérez ça discrètement. Faites-la sortir par la sortie de la cuisine si vous devez le faire. Par la cuisine comme si j'étais une ordure qui ne méritait même pas d'utiliser la porte principale. Tony prit une profonde inspiration, puis avec un calme qui contrastait brutalement avec l'hystérie de Serena, il se tourna complètement vers moi. Ses prochains mots tombèrent comme des bombes dans le silence attentif du restaurant. Madame la propriétaire, comment souhaitez-vous que je procède avec ces clients? Propriétaire. Le mot flottait dans l'air dense. J'ai vu l'expression de Serena se figer. Les yeux de Marcus s'écarquillèrent de confusion et les murmures cessèrent brusquement. Tony attendait ma réponse avec un respect absolu, ses mains jointes devant lui, sa posture révérencieuse. Je n'avais toujours pas bougé un muscle, mon café maintenant froid entre mes doigts tremblants. 66 ans, veuve depuis 5 ans, une vie entière passée à construire quelque chose dont mes propres enfants ne savaient rien. Et me voilà dans mon restaurant traité comme un obstacle par la famille à qui j'ai tout donné. Le silence qui suivit fut assourdissant. Propriétaire. Ce mot continuait de résonner dans l'air comme une cloche. J'ai vu Serena cligner des yeux, sa bouche s'ouvrir et se fermer sans un son. Marcus avait pâli de 3 teintes, sa main agrippant le dos d'une chaise voisine comme s'il avait besoin d'un soutien physique. Les investisseurs échangèrent des regards confus. Les amis de Serena avaient cessé de rire. Tony se tenait toujours près de ma table, attendant mes instructions avec la loyauté qui ne vient que d'années de collaboration et de respect mutuel. Mais je ne pouvais toujours pas parler. J'avais une boule dans la gorge de la taille d'un poing parce que ce moment, cette humiliation publique aux mains de mon propre sang, était simplement le point culminant de 5 années de mépris accumulés. Il y a 5 ans, lorsque j'ai perdu mon mari, j'ai aussi perdu mon identité aux yeux de mon fils. Robert ou Rob avait été mon partenaire pendant 42 ans. Ensemble, nous avons tout construit à partir de rien. Nous sommes arrivés dans la ville avec rien d'autre que des rêves et des mains prêtes à travailler. Il cuisinait, je gérais. Notre premier restaurant n'était qu'un minuscule espace dans une partie négligée du North End. Nous travaillions 16 heures par jour. Marcus a grandi parmi les tables et les cuisines faisant ses devoirs au milieu de l'arôme des épices et du cliquetis des plats. Mais il n'a jamais valorisé cela. Pour lui, nous n'étions que des gens de restaurant, du personnel de service. Rien de glamour, rien à se vanter auprès de ses amis de l'université privée. Lorsque Rob est mort subitement d'une crise cardiaque massive, j'ai été dévasté. Mais j'ai aussi été laissé avec quelque chose que Marcus n'a jamais su. Une chaîne de 7 restaurants haut de gamme répartis dans toute la ville. Ce qui a commencé comme cet humble endroit de quartier s'était transformé en un empire culinaire évalué à plusieurs millions de dollars. Rob et moi avions travaillé en silence, réinvestissant chaque profit, nous développant stratégiquement. Nous ne l'avons jamais affiché. Nous n'avons jamais vécu dans des manoirs. Nous sommes restés dans notre modeste maison du North End où nous avons commencé. Nous avons continué à nous habiller simplement. L'argent était dans les affaires, dans l'immobilier, dans les investissements, pas dans les apparences. Après les funérailles, Marcus s'est présenté avec Serena. Ils étaient mariés depuis 2 ans à ce moment-là, mais à la veillée, c'était la première fois qu'elle me montrait son vrai visage. Pendant que je pleurais à côté du cercueil de mon mari, je l'ai entendu chuchoter à une amie. Pauvre Marcus. Maintenant, il devra porter la vieille femme. Elle ne peut probablement même pas se permettre de subvenir à ses besoins. Ces mots m'ont transpercé, mais j'étais trop plongé dans le chagrin pour la confronter. Marcus n'a rien dit. Il ne m'a pas défendu ni ne l'a contredite. Il a simplement hoché la tête avec résignation, comme si j'étais vraiment un fardeau qu'il devait maintenant endurer. Les mois suivants ont été révélateurs. Marcus ne venait que lorsqu'il avait besoin d'argent. Maman, j'ai des dépenses. Le condo, la voiture. Serena veut redécorer. Je lui ai toujours donné de l'argent. 500 ici, 1000 là. Il n'a jamais demandé d'où venait l'argent. Il supposait que c'était les économies de mon mari, une petite pension de veuve, quelque chose de petit qui finirait par s'épuiser. Je ne lui ai jamais parlé des restaurants. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que j'ai senti que cette connaissance changerait fondamentalement quelque chose dans notre relation. Peut-être que je voulais protéger la dernière chose qu'il me restait de Rob. Peut-être qu'au fond de moi, je savais déjà que mon fils ne m'aimait pas pour qui j'étais, mais pour ce qu'il pouvait obtenir. Serena a tout empiré.
Elle venait d'une famille avec de l'argent. Ou du moins c'est ce qu'elle affirmait constamment. Son père avait des entreprises. Sa mère organisait des événements caritatifs. Serena avait fréquenté des écoles chères et voyagé à travers l'Europe. Pour elle, j'étais la belle-mère embarrassante, la pauvre veuve du quartier humble. Lors des réunions de famille, elle me présentait avec dédain. Voici Eleanor, la mère de Marcus. Elle vit dans le vieux quartier où ils avaient leur petite entreprise alimentaire. Petite entreprise, comme si 40 ans de travail étaient insignifiants, comme si la sueur de robe ne méritait pas le respect. Il y a 2 ans, mon petit-fils Elias est né, mon unique petit-fils. Lorsque Serena était enceinte, j'ai tricoté des couvertures, acheté des vêtements et tout préparé avec la joie d'une première grand-mère. Le jour de l'accouchement, j'ai attendu 12 heures à l'hôpital. Quand ils m'ont finalement laissé entrer, Serena m'a regardé avec agacement. Seulement 15 minutes. Je suis fatigué, et nous avons d'importants visiteurs qui arrivent après ça. 15 minutes avec mon petit-fils. C'était tout. Dans les semaines suivantes, j'ai essayé de leur rendre visite. J'ai apporté de la nourriture faite maison, des cadeaux modestes. Serena avait toujours des excuses. Nous sommes occupés. Le bébé dort. Nous avons le pédiatre. Mieux un autre jour. Un autre jour qui n'est jamais venu. Marcus a cessé de répondre à mes appels. Les messages sont restés sans réponse. J'ai continué à insister parce que la douleur de ne pas voir mon petit-fils me rongeait jusqu'à ce qu'un jour, il y a 6 mois, je me suis présenté à leur condo sans prévenir. J'ai sonné à plusieurs reprises. Serena a ouvert la porte avec fureur dans les yeux. Quelle partie de nous sommes occupés ne comprends-tu pas? Ça suffit, Eleanor. Tu es envahissante, désespérée, pathétique. La porte s'est claquée sur mon visage. J'ai entendu Elias pleurer à l'intérieur, mon petit-fils, et j'étais dehors comme une étrangère indésirable. Cette nuit-là, j'ai pleuré jusqu'à épuiser toutes mes larmes. J'ai appelé Brenda, mon amie de toujours. Elle connaissait toute la vérité. Elle connaissait les restaurants, les propriétés, tout. Eleanor, dit Brenda fermement, tu dois arrêter de laisser cela arriver. Tu es une femme puissante. Arrête de ramper pour des miettes d'affection. Mais je ne pouvais pas. C'était mon fils, ma seule famille. J'ai continué à lui donner de l'argent quand il le demandait. J'ai continué à avaler ma fierté chaque fois que Serena m'humiliait. J'ai continué à accepter d'être invisible parce que j'avais peur de les perdre complètement. Peur d'être absolument seul dans ce monde. Il y a 3 mois, Marcus m'a appelé. La première fois depuis des semaines. Mon cœur a bondi d'espoir. Maman, il faut que je te voie. J'ai cru qu'il voulait enfin se réconcilier. J'ai cuisiné mon meilleur repas. J'ai rangé la maison. Il est arrivé seul, sans Serena, sans Elias. Il s'est assis dans mon petit salon, regardant autour de lui avec cet air de supériorité qu'il avait perfectionné. Maman, j'ai besoin de $5000. C'est urgent. J'ai des investissements. Je l'ai regardé, vraiment regardé, pour la première fois depuis des mois. Mon fils, 38 ans, portant un costume cher et une montre qui coûte plus que ma voiture, venant demander de l'argent à sa pauvre mère. Des investissements? Ai-je demandé doucement. Ouais, des trucs d'affaires. Tu ne comprendrais pas, dis-moi juste si tu les as ou pas. Je lui ai donné l'argent prélevé sur le compte personnel où je gardais de l'argent liquide pour les dépenses quotidiennes. Il a pris l'enveloppe, ne l'a même pas comptée, et est parti sans même boire le café que je lui avais préparé, sans demander comment j'allais, sans un câlin, sans rien. Ce soir-là, Brenda m'a appelé, agitée. Eleanor, il faut que tu saches quelque chose. Ma nièce travaille dans les relations publiques. Elle a vu Marcus et Serena lors d'un événement d'entreprise. Ils se vantent d'ouvrir leur propre restaurant de luxe, qu'ils ont des investisseurs, que ce sera l'endroit le plus exclusif de la ville. Mon sang s'est glacé. Mon argent, mes années d'aide silencieuse, tout cela pour financer un rêve qui m'excluait complètement. Un restaurant qui concurrencerait le mien, construit avec mon propre argent, sans qu'ils sachent même que j'étais leur concurrence. C'est là que j'ai décidé quelque chose. Je n'allais encore rien dire. J'allais regarder. J'allais voir jusqu'où irait leur mépris, jusqu'où ils étaient prêts à me couler avant que je ne révèle la vérité. J'ai continué ma vie simple, visitant mes restaurants discrètement,
rencontrant Tony et mes autres gérants dans des bureaux privés. J'ai continué à porter mes vêtements modestes, vivant dans ma modeste maison. Mais à l'intérieur, quelque chose avait changé. La douleur se transformait en quelque chose de plus froid, de plus dur, de plus définitif. Et puis est venue cette soirée, ce dîner qui était censé être tranquille. Ce moment où ma propre famille m'a traîné dans la boue devant des étrangers. La question de Tony flottait toujours dans l'air, attendant ma réponse. J'ai lentement levé les yeux vers Tony. J'ai vu la sincère inquiétude dans ses yeux, la loyauté de nos années de collaboration. Mais j'ai vu autre chose aussi. Il attendait que je me défende enfin, que je fixe des limites, que j'arrête de les laisser me piétiner. Ma voix est sortie plus faible que je ne l'aurais voulu. Tony, s'il te plaît, laisse-les finir leur dîner en paix. De toute façon, je partais. Je me suis levé, mes jambes tremblant légèrement. J'ai pris mon sac à main usé, évitant les regards de tout le monde. Tony fronça les sourcils, clairement déçu par ma réponse, mais il acquiesça avec professionnalisme. J'ai dépassé Marcus sans le regarder, Serena, qui avait maintenant l'air confuse et vaguement triomphante tout à la fois. J'ai quitté le restaurant la tête baissée, sentant le poids de dizaines de paires d'yeux fixés sur mon dos. Dehors, l'air froid de la nuit m'a frappé au visage. Et puis, finalement, les larmes sont venues. Ce n'était pas la première fois qu'il m'humiliait. Dieu sait que ce n'était pas le cas. C'était simplement la goutte qui faisait déborder une tasse qui se remplissait silencieusement depuis des années. Je me suis souvenu de ce Noël. Il y a 18 mois, Serena a organisé un dîner de famille dans leur condo. Elle m'a invité, mais avec des conditions. Eleanor, s'il te plaît, essaie d'avoir l'air présentable. Les parents de Marcus, je veux dire, ma famille seront là aussi. Nous ne voulons pas qu'ils pensent que nous sommes, eh bien, vous savez, elle ne voulait pas qu'ils pensent quoi? Que son mari venait de gens qui travaillent. Que sa belle-mère ne portait pas de vêtements de créateur. Je suis arrivé à ce dîner vêtu d'un pull vert que j'avais acheté spécialement pour l'occasion. Il n'était pas cher, mais il était neuf et m'allait bien. J'ai apporté un gâteau que j'avais préparé moi-même, la recette de ma grand-mère. J'ai frappé à la porte avec le cœur plein d'espoir. Peut-être que cette fois serait différente. Peut-être que nous pourrions être une vraie famille. Serena a ouvert. Elle m'a regardé de haut en bas, et son sourire s'est crispé. Oh, tu es venu comme si ma présence était une surprise désagréable alors qu'elle m'avait invité elle-même. Elle m'a fait entrer, mais pas dans la salle à manger principale où tout le monde était. Elle m'a emmené dans la cuisine. Tu peux laisser le gâteau ici? Tu ferais mieux d'attendre un moment avant de sortir. Tout le monde n'est pas encore arrivé. Je suis resté dans cette cuisine comme une employée attendant des ordres. J'ai entendu les rires venant de la salle à manger, les conversations animées. Les parents de Serena étaient arrivés, sa sœur, des amis proches. 20 minutes se sont écoulées, puis 30. Finalement, je suis sorti de moi-même. Lorsque je suis entré dans la salle à manger, la conversation s'est brusquement arrêtée. Serena a pratiquement sauté de sa chaise. Eleanor, si heureuse que tu sois sortie. Écoutez, je vais vous présenter à tout le monde. Elle l'a fait avec ce faux sourire que je connaissais si bien. Voici la mère de Marcus. Elle vit dans le Nord. Elle a une petite maison très confortable. Petite maison confortable, code pour personne pauvre insignifiante. La mère de Serena, une femme avec trop de botox et des bijoux excessifs, m'a regardé comme on regarde un insecte. Oh, comme c'est pittoresque. Et que faisait votre mari? Au passé comme si Rob ne méritait même pas qu'on se souvienne de lui. Nous avions des restaurants, ai-je dit simplement. Serena a rapidement interrompu. Un petit restaurant, vous savez, de la nourriture réconfortante, rien d'extraordinaire. Il n'existe plus. Un mensonge. Elle ne savait rien, mais elle me faisait paraître encore plus insignifiante. Le reste du dîner a été une torture. Ils m'ont assise au bout de la table aussi loin que possible du centre d'attention. Personne ne m'a parlé. Quand j'ai essayé de participer à une conversation, Serena a brusquement changé de sujet. Mon gâteau n'a jamais quitté la cuisine. Au moment du dessert, elle en a servi un acheté dans une boulangerie chère, le présentant comme s'il était le seul dessert de la soirée. Quand j'ai dit au revoir, Marcus n'est même pas sorti de sa chaise. Au revoir, maman. Conduis prudemment. C'était tout.
Je suis rentré chez moi et j'ai jeté mon gâteau à la poubelle. J'ai pleuré au-dessus de l'évier, me demandant quand j'avais perdu mon fils, quand j'étais devenu un obstacle embarrassant au lieu de la mère qui lui a tout donné. Ce soir-là, j'ai appelé Brenda, en sanglotant. Elle est venue chez moi, m'a serré dans ses bras et m'a laissé pleurer sur son épaule. Eleanor, ça suffit. Vous devez les arrêter. Combien de temps allez-vous permettre cela? Mais je ne pouvais pas. Je m'accrochais à l'espoir qu'il changerait, qu'un jour Marcus se souviendrait de qui l'avait élevé, de qui l'aimait inconditionnellement. Puis est venu l'anniversaire d'Elias. Mon petit-fils a eu 1 an. Serena a publié des photos sur les réseaux sociaux d'une fête somptueuse, des décorations à thème, une table de dessert professionnelle, des artistes, des dizaines d'invités. Je n'étais pas invité. Je n'ai même pas su pour la fête avant de voir les photos en ligne. Mon petit-fils soufflant sa première bougie entouré d'étrangers et moi, sa grand-mère, était complètement exclus. J'ai envoyé un message à Marcus. J'ai vu les photos de l'anniversaire d'Elias. Il était magnifique. J'aurais aimé être là. Sa réponse est arrivée 3 heures plus tard. C'était une petite fête, maman. Juste la famille proche. La famille proche. Je n'étais pas la famille proche. Ces mots ont brisé quelque chose en moi qui ne pouvait pas être réparé. 2 semaines plus tard, ils se sont présentés chez moi sans prévenir. C'était un samedi matin. J'étais en pyjama, ma maison en désordre. J'ai ouvert la porte avec surprise. Marcus est entré sans me saluer, regardant autour de lui avec désapprobation. Maman, il faut qu'on parle de quelque chose d'important. Serena l'a suivi, portant Elias. Mon cœur a fait un bond quand j'ai vu mon petit-fils. J'ai instinctivement tendu les bras. Serena s'est éloignée, protégeant le bébé comme si j'étais dangereuse. Il est fatigué. Ils se sont assis sur mon vieux canapé. Marcus est allé droit au but. Maman, Serena et moi avons parlé. Nous avons besoin que tu comprennes quelque chose. Nous avons des vies occupées, des responsabilités, un fils. Nous ne pouvons pas constamment nous inquiéter pour toi. S'inquiéter comme s'il l'avait jamais fait. Je ne comprends pas, ai-je dit, ma voix à peine un murmure. Serena soupira dramatiquement. Eleanor, tu es plus âgée. Tu vis seule. Finalement, tu auras besoin d'aide, de soins. Nous voulons qu'il soit clair que nous ne pouvons pas en être responsables. Tu devrais commencer à chercher des résidences assistées avec des gens de ton âge et des professionnels pour s'occuper de toi. Il planifiait mon placement dans une maison de retraite. J'avais 64 ans à l'époque. J'étais en parfaite santé, active, mais pour eux, j'étais déjà un futur problème qu'ils voulaient résoudre à l'avance. Je vais bien, ai-je réussi à dire. Je n'ai pas besoin d'aide. Marcus secoua la tête. Maman, sois réaliste. Cette maison tombe en ruine. Ta voiture a 15 ans. Tu as à peine assez pour vivre. Nous ne pouvons pas continuer à te subventionner éternellement. Me subventionner. Moi qui lui avais donné des milliers de dollars au fil des années. Moi qui avais plus d'argent qu'il n'en aurait jamais. Mais je suis restée silencieuse. J'ai continué à protéger mon secret comme si c'était la seule dignité qui me restait. Serena a ajouté avec une fausse douceur. De plus, quand tu sais, passeras l'arme à gauche, nous devons penser à des choses pratiques. Cette maison, tes biens, nous ne voulons pas que Marcus ait à faire face à un gâchis juridique. Il planifiait ma mort, discutant de mon héritage devant moi comme si j'étais déjà un fantôme. En fait, continua Serena, il serait bon que tu nous donnes une copie de ton testament pour que tout soit en ordre, juste pour éviter les surprises. Marcus acquiesça. C'est logique, maman. Nous sommes ta seule famille. Elias est ton seul petit-fils. Tout ce que tu as finira par être à nous de toute façon. Il est préférable de l'avoir clair maintenant. Je les ai regardés tous les deux. Mon fils avec son expression d'impatience. Ma belle-fille avec son sourire calculé. Mon petit-fils qui ne savait pas qui j'étais. Et quelque chose à l'intérieur de moi s'est durci de façon permanente. J'y réfléchirai. Ai-je finalement dit. Marcus fronça les sourcils. Il n'y a pas grand-chose à réfléchir, maman. Mais il n'a pas insisté. Ils sont partis rapidement, me laissant dans ma maison avec un silence qui pesait comme du plomb. Cet après-midi-là, j'ai appelé mon avocat.
Je dois mettre à jour mon testament et je veux qu'il soit absolument étanche. Au cours des semaines suivantes, j'ai tout restructuré. Mes restaurants, mes propriétés, mes comptes bancaires. J'ai créé des fiducies pour les employés fidèles. J'ai désigné des dons à des organisations caritatives. Pour Marcus, j'ai décidé de lui laisser exactement ce qu'il pensait que j'avais, ma modeste maison et $10 000 sur un compte d'épargne. Le reste, les millions qu'il ignorait, iraient à des personnes qui appréciaient vraiment ce que Rob et moi avions construit. Mais je ne lui ai toujours rien dit. J'espérais encore dans un coin stupide de mon cœur qu'il se réveillerait, qu'il se souviendrait, qu'il redeviendrait le garçon qui me serrait dans ses bras et disait « Je t'aime, maman ». J'ai continué à répondre quand il appelait, demandant de l'argent. J'ai continué à avaler les humiliations. J'ai continué à être la mère invisible dont il n'avait besoin que lorsque cela l'arrangeait. Jusqu'à ce soir, jusqu'à ce qu'il essaie de me virer de mon propre restaurant comme si j'étais de la saleté. J'ai marché jusqu'à ma voiture garée 2 pâtés de maison plus loin. La même vieille voiture que Marcus critiquait. Les larmes brouillaient ma vision. Mon téléphone a sonné. C'était Brenda. « Où es-tu ? » Tony m'a appelé. Il m'a tout raconté. Sa voix tremblait de fureur. « Eleanor, arrête. Arrête de les protéger. Arrête de te cacher. Il est temps qu'ils sachent qui tu es vraiment. » Je ne peux pas, ai-je dit à Brenda, ma voix se brisant. C'est ma famille. C'est mon fils. J'ai entendu son soupir de frustration à l'autre bout de la ligne. Eleanor, écoute-moi attentivement. La famille ne te traite pas comme ça. La famille ne t'humilie pas publiquement. La famille ne t'utilise pas comme un guichet automatique tout en te crachant au visage. Elle avait raison. Je le savais. Mais le cœur d'une mère ne comprend pas la logique. Donne-moi du temps, ai-je supplié. Juste donne-moi un peu plus de temps. Brenda est restée silencieuse pendant un long moment. Puis, d'une voix plus douce, elle a dit, d'accord, mais promets-moi que quand le moment sera venu de te défendre, tu le feras. Promets-moi que tu ne les laisseras pas te détruire. Je lui ai promis, bien que je ne sache pas si je pourrais tenir ma promesse. J'ai conduit jusqu'à la maison avec des larmes silencieuses coulant sur mes joues, sentant que chaque kilomètre m'éloignait non seulement du restaurant, mais des derniers vestiges d'espoir qu'il me restait. Les jours suivants ont été étranges. Marcus n'a pas appelé pour s'excuser, pour expliquer, ou même pour demander plus d'argent. Rien. C'était comme si cette nuit au restaurant ne s'était jamais produite. Comme si me jeter publiquement dehors était si normal que cela ne méritait même pas une conversation de suivi. J'ai continué ma routine, visitant discrètement mes autres restaurants, examinant les rapports financiers, rencontrant les gérants dans des bureaux privés où personne ne me voyait. À l'extérieur, j'étais toujours Eleanor, la simple veuve. À l'intérieur, je me sentais comme un bâtiment avec des fissures de plus en plus profondes sur le point de s'effondrer. Un après-midi, 2 semaines après l'incident, Brenda est venue chez moi avec des informations. Elle s'est assise en face de moi dans mon petit salon, le visage grave. Tu dois savoir quelque chose. Ma nièce, celle qui travaille dans les relations publiques, m'a donné plus de détails. Mon estomac s'est serré. Marcus et Serena ont de sérieux problèmes financiers majeurs. Je me suis penché en avant, mon cœur battant la chamade. Quel genre de problème ? Brenda a sorti son téléphone, me montrant des captures d'écran. Ils ont accumulé plus de $200 000 de dettes, des cartes de crédit au maximum, des prêts personnels, tout cela pour maintenir ce style de vie qu'ils affichent sur les réseaux sociaux. $200 000. Ce chiffre m'a frappé comme un coup de poing. Comment est-ce possible ? Brenda a continué, sa voix dure. Les voyages en Europe qu'ils publient sur Instagram. Ce condo exclusif à Midtown qui coûte $4 000 par mois en loyer. La voiture de sport de Marcus, les vêtements de créateur de Serena, les fêtes somptueuses, tout cela est une façade, Eleanor. Tout est dette. Ils sont fauchés. Je me suis appuyé en arrière sur le canapé, traitant l'information. Pendant tout ce temps, alors qu'il me traitait comme une mendiante, il s'enfonçait financièrement. Toute cette arrogance, ce mépris était bâti sur une montagne de mensonges et de crédits. Il y a plus, a ajouté Brenda, et son ton est devenu encore plus sombre. Le plan du restaurant est réel, mais ils n'ont pas de capital. Ils cherchent désespérément à trouver des investisseurs. C'est pourquoi ils étaient dans mon restaurant ce jour-là avec ces gens.
C'étaient des investisseurs potentiels que Serena essayait d'impressionner. Tout faisait sens maintenant. L'hystérie exagérée, le besoin de m'expulser. Je gâchais leur image soigneusement construite d'un couple sophistiqué et prospère. Une belle-mère pauvre ne correspondait pas au récit qu'ils vendaient. Mais voici le pire. Brenda a hésité comme si les mots suivants lui faisaient mal à dire. Ma nièce a entendu Serena parler à une amie. Elle a dit que quand vous mourriez, ils allaient vendre votre maison immédiatement. Qu'avec cet argent, ils pourraient rembourser une partie de leur dette et peut-être obtenir la compte pour le restaurant. Ma maison, la maison où j'ai vécu avec Rob pendant 40 ans, où nous avons élevé Marcus, où chaque coin recèle des souvenirs d'une vie d'amour et de travail. Pour eux, ce n'était qu'une transaction commerciale imminente. Ils attendaient juste que je meure pour pouvoir encaisser. Serena avait dit les mots exacts. Espérons qu'elle se dépêche. Cette maison est dans un quartier qui prend de la valeur. Nous pourrions facilement en obtenir 300 000 $. Brenda a pris ma main, les yeux pleins de larmes. Eleanor, ils spéculent sur ta mort, ils planifient tes funérailles avant même que tu sois malade. Je me suis levé, j'ai marché jusqu'à la fenêtre et j'ai regardé mon petit jardin où Rob plantait des tomates. 66 ans. Statistiquement, il me restait peut-être 15 ou 20 ans de vie. Mais pour mon fils, c'était trop long à attendre. J'étais plus précieuse morte que vivante. Qu'est-ce que tu vas faire? A demandé Brenda doucement. Je me suis tourné vers elle et, pour la première fois depuis des semaines, j'ai ressenti quelque chose de différent de la douleur. J'ai ressenti de la détermination. Je vais regarder. Je vais voir exactement jusqu'où ils sont capables d'aller. Et quand le moment sera venu, je vais leur donner une leçon qu'ils n'oublieront jamais. Les semaines suivantes ont été révélatrices. J'ai discrètement engagé un détective privé, non pas parce que je voulais espionner mon fils, mais parce que j'avais besoin de connaître toute la vérité. Les rapports arrivaient chaque semaine, chacun plus troublant que le précédent. Marcus avait menti sur plusieurs demandes de prêt, gonflant ses revenus. Serena avait mis en gage des bijoux qu'elle a ensuite déclarés volés pour encaisser l'assurance. Ils avaient emprunté de l'argent à des amis en promettant des retours sur investissement qu'ils n'avaient jamais eu l'intention de tenir. La liste des personnes escroquées ou trompées par eux ne cessait de s'allonger. Mais ce qui m'a le plus blessé, c'est de découvrir quelque chose à propos d'Elias. Mon petit-fils était utilisé. Serena l'emmenait à des événements caritatifs, prenait des photos avec lui et les publiait avec des messages émotionnels sur le don aux plus démunis. Ensuite, elle recevait des dons de followers qui pensaient qu'elle aidait sincèrement des organisations caritatives. L'argent allait directement dans son compte personnel. Elle utilisait l'innocence de son propre fils comme un outil de fraude émotionnelle. Cette information a changé quelque chose de fondamental en moi. Ce n'était plus seulement à propos de moi. Il s'agissait de justice. Il s'agissait d'arrêter deux personnes qui n'avaient clairement aucune limite morale. J'ai commencé à agir discrètement. Tout d'abord, j'ai parlé à mes avocats pour protéger pleinement mes actifs. Ensuite, j'ai discrètement commencé à enquêter sur les prétendus investisseurs que Marcus et Serena courtisaient. Il s'est avéré que certains étaient des gens décents trompés avec de fausses projections financières et des promesses impossibles. J'ai envisagé de les contacter, de les avertir, mais Brenda m'a arrêté. Pas encore. Il faut le moment parfait, le moment où l'impact est maximal. Pendant ce temps, Marcus m'a finalement appelé. 3 semaines s'étaient écoulées depuis l'incident du restaurant. Sa voix semblait tendue. Maman, il faut que je te parle. C'est urgent. Mon cœur, cet organe stupide qui voulait encore croire au miracle, a fait un bond. Est-ce que toi et Elias allez bien? Il y a eu une pause. Oui, on va bien. J'ai juste besoin de te voir. Est-ce que je peux passer demain? J'ai accepté, bien sûr. J'ai cuisiné son plat préféré. J'ai nettoyé la maison. Une partie de moi espérait encore qu'il viendrait s'excuser, reconnaître ce qu'il avait fait, dire ces mots magiques. Je suis désolé, maman. Il est arrivé ponctuellement, mais seul. Pas de Serena, pas d'Elias. Il s'est assis au même endroit où il m'avait dit quelques semaines plus tôt que j'étais un fardeau. Cette fois, son langage corporel était différent. Nerveux, agité. Maman, j'ai besoin de ton aide. Non, comment vas-tu? Pas d'excuse pour le restaurant, juste j'ai besoin. Qu'est-ce qui ne va pas, mon fils?
Il s'est frotté le visage, un geste de stress. J'ai des problèmes de liquidité temporaire, environ 500 000 $. C'est pour une opportunité d'investissement que je ne peux pas laisser passer. Je te rembourserai dans 3 mois avec des intérêts si tu veux. 3 fois plus qu'il n'en avait jamais demandé. 500 000 $, c'est beaucoup d'argent, Marcus. Il s'est penché en avant, sa voix prenant ce ton manipulateur que je reconnais maintenant trop bien. Maman, c'est une opportunité unique. Je vais tripler cet investissement. Je pourrais enfin te donner une vie meilleure, te faire sortir de cette maison, te faire déménager dans un endroit plus confortable. Me déménager comme si j'étais un colis qui avait besoin d'être relocalisé. Et si je n'ai pas ce montant, son expression s'est durcie. Maman, je sais que tu as des économies. Papa était prudent. Il doit y avoir quelque chose. Tu peux prendre un prêt sur la maison si tu dois le faire. Sur ma maison. Il voulait que j'hypothèque ma maison pour lui donner de l'argent qu'il ne rendrait jamais. Laisse-moi y réfléchir, ai-je finalement dit, son visage se tordant de frustration. Il n'y a pas le temps de réfléchir. J'ai besoin de l'argent cette semaine. 3 jours maximum. Il s'est levé, arpentant la pièce comme un animal en cage. Tu fais toujours ça. Tu compliques toujours les choses. Dis-moi juste oui. C'est simple. Je l'ai vraiment regardé. Mon fils, le bébé que j'ai allaité, l'enfant que j'ai soigné quand il était malade, l'adolescent dont j'ai soutenu les rêves inconditionnellement. Et je n'ai rien trouvé de cet enfant dans l'homme en face de moi. J'ai besoin d'y réfléchir, ai-je répété plus fermement cette fois. Il a explosé. Pour l'amour de Dieu, maman, à quoi dois-tu réfléchir? Je suis ton fils, ta seule famille. Tu n'as pas confiance en moi. L'ironie était si brutale que j'ai failli rire. Je te donnerai une réponse dans 3 jours, ai-je dit avec un calme que je ne ressentais pas. Il a ricané, a attrapé sa veste. Très bien, mais ne me fais pas supplier. Je n'ai pas de temps pour le drame. Il a claqué la porte. Je suis resté assise dans mon salon vide, la nourriture que j'avais préparée intacte dans la cuisine, et j'ai pris une décision. Il était temps d'arrêter d'être une victime. Il était temps pour Marcus et Serena d'assumer les conséquences de leurs actes. J'ai appelé Tony. J'ai besoin de ton aide pour organiser quelque chose qui va tout changer. Sa réponse a été immédiate. Tout ce dont vous avez besoin, Madame Johnson, quoi que ce soit. Le plan a commencé à prendre forme, et cette fois, je ne reculais pas. Au cours des 3 jours suivants, j'ai travaillé en silence. Tony et moi nous sommes rencontrés dans le bureau administratif de mon restaurant phare, celui que Rob et moi avions conçu ensemble il y a 20 ans. C'était notre fierté, le plus élégant de toute la chaîne. Des murs de verre avec vue sur les toits de la ville, une cuisine à la pointe de la technologie, une carte des vins qui rivalisait avec les meilleurs établissements européens, et absolument personne dans ma famille ne savait qu'il était à moi. Madame Johnson, a dit Tony, assis en face de moi avec un dossier rempli de documents. J'ai besoin que vous m'expliquiez exactement ce que vous voulez accomplir parce que je peux organiser tout ce que vous demandez, mais j'ai besoin de comprendre le but final. Je me suis appuyé contre le fauteuil en cuir, le même où Rob s'asseyait pour examiner les menus et les comptes. Je veux que Marcus et Serena voient qui je suis vraiment, mais pas en privé. J'ai besoin que ce soit public, irréversible. J'ai besoin que le coup soit si fort qu'ils ne puissent ni le nier ni le minimiser par la suite. Tony a hoché la tête lentement. Êtes-vous sûr? Une fois votre identité révélée, tout changera. Non seulement avec eux, mais avec toute votre vie. J'ai réfléchi un instant. Ma vie tranquille, mon anonymat confortable, tout cela disparaîtrait. Mais à quoi servait cette tranquillité si elle s'accompagnait d'une humiliation constante? Je suis sûr, ai-je finalement dit. Il est temps que mon fils apprenne que le respect n'est pas facultatif. Tony a ouvert le dossier, me montrant des calendriers et des listes. Selon mes contacts, Marcus et Serena ont prévu un dîner crucial pour ce vendredi. Ils amènent leurs investisseurs potentiels ici, dans ce restaurant spécifiquement. C'est leur dernière chance d'obtenir le capital dont ils ont besoin. S'ils n'y parviennent pas, leur plan de restaurant s'effondre. Parfait. C'était presque trop parfait. Comment avez-vous obtenu cette information? Tony a souri légèrement. Serena a fait la réservation il y a 2 semaines pour 8 personnes. Elle a demandé la table principale, celle au centre de la pièce.
Elle veut que tout le monde voie leur réunion. Elle veut mettre en scène un spectacle de réussite. Bien sûr qu'elle le veut. Tout avec Serena était une performance. Tout était une façade. Alors voici mon plan, ai-je dit en me penchant en avant. Je vais être ici ce soir-là à ma table d'angle habituelle, habillé comme toujours, simple, invisible. Je vais laisser tout se dérouler naturellement. Tony a froncé les sourcils. Et s'ils essaient de vous virer à nouveau, si ce qui s'est passé il y a 3 semaines se répète? J'ai souri. Et c'était un sourire qui ne contenait aucune chaleur. J'espère qu'ils essaieront de me virer devant leurs investisseurs. J'espère qu'ils m'humilieront une fois de plus. Et alors seulement vous révélerez exactement qui je suis, mais pas avec de simples mots. Je veux que vous apportiez les actes de propriété, les enregistrements commerciaux, les documents de propriété. Je veux des preuves physiques qu'ils ne peuvent pas réfuter. Tony m'a regardé avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. Madame Johnson, cela va les détruire, surtout devant les gens avec qui ils essaient de faire des affaires. J'ai ressenti une pointe de douleur dans ma poitrine. Une mère après tout, mais je l'ai serrée, la mettant au plus profond de moi. Ils m'ont détruite en premier. Chaque jour avec chaque affront, avec chaque humiliation, ils m'ont détruite lentement, pensant que j'étais trop faible ou trop stupide pour m'en apercevoir. Il est temps qu'ils assument de réelles conséquences. Nous avons passé les heures suivantes à affiner chaque détail. Tony contacterait discrètement certains des investisseurs, non pas pour révéler quoi que ce soit, mais pour s'assurer qu'ils étaient bien présents. Je me coordonnerai avec mes avocats pour avoir des copies certifiées conformes de tous les documents pertinents. Mercredi, Marcus a appelé à nouveau. Sa voix semblait désespérée. Maman, les 3 jours sont écoulés. As-tu l'argent? J'ai pris une profonde inspiration. Non, Marcus, je ne te donne pas 500 000 $. Silence. Puis sa voix est devenue dangereusement basse. Tu me dis non? C'était la première fois de ma vie que je lui refusais directement de l'argent. C'est exact. Je ne peux pas te donner ce montant. J'ai entendu sa respiration s'accélérer. Tu ne peux pas ou tu ne veux pas. Il y a une différence. Son ton était accusateur, furieux. Maman, je t'ai très peu demandé au fil des ans. Je n'ai jamais rien exigé. Et la seule fois où j'ai vraiment besoin de quelque chose d'important, tu me tournes le dos. Très peu. Des années de milliers de dollars de prêts qu'il n'a jamais remboursés. Des années à être sa tirelire personnelle, et il appelait ça très peu. Ma décision est définitive. Marcus a explosé. C'est incroyable. Tu es ma mère. Tu es censé me soutenir, mais ça a toujours été comme ça, égoïste, ne pensant qu'à toi. Papa était le généreux. Toi, tu ne fais qu'amasser et accumuler comme un avare. Moi qui lui avais donné chaque centime qu'il demandait. Moi qui aurais donné ma vie pour lui sans hésitation. Je suis désolé que tu le vois de cette façon, ai-je dit, ma voix tremblant mais ferme. Marcus, si tu as vraiment besoin d'aide, nous pouvons parler d'autres options. Je peux t'aider à établir un budget, à consolider tes dettes. Je n'ai pas besoin de tes conseils de pauvre, a-t-il interrompu avec véhémence. J'avais besoin de cet argent, et tu m'as fait défaut comme toujours. La ligne s'est coupée. Je suis resté là avec le téléphone à la main, sentant les derniers fils d'espoir se briser complètement. J'ai appelé Brenda. Ma voix était à peine un murmure. Je l'ai fait. Je lui ai dit non. Elle a expiré de soulagement. Bien, Eleanor. Je suis fier de toi. Je sais que c'était dur. Dur. Cela ne commençait pas à décrire la douleur que je ressentais. C'était comme amputer une partie de mon âme, mais c'était nécessaire. Vendredi, c'est le jour, lui ai-je dit. Le jour où tout change. Brenda a promis d'être à proximité au cas où j'aurais besoin d'elle. J'ai passé les jours suivants dans un étrange calme. Je savais qu'une tempête arrivait, mais pour la première fois depuis des années, c'était moi qui la contrôlais. Vendredi est arrivé, couvert et froid. Je me suis habillé avec mes vêtements habituels, un pantalon gris, un cardigan de couleur crème, des chaussures confortables, rien de spécial. Je me suis regardé dans le miroir avant de partir. 66 ans me regardaient en retour. Des rides autour de mes yeux, des cheveux plus argentés que bruns, des mains marquées par des décennies de travail. C'était moi, Eleanor. Pas la femme d'affaires puissante,
pas la propriétaire d'un empire culinaire, juste moi. Et enfin, après des années de cachette, j'allais laisser les deux versions fusionner. J'ai conduit jusqu'au restaurant, mon cœur battant fort. Je suis arrivé tôt à 19h. La réservation de Marcus était pour 20h30. Tony m'a accueilli à l'entrée privée. Tout est prêt, Madame Johnson. Les documents sont dans mon bureau. Le personnel clé sait quoi faire quand vous donnerez le signal. J'ai hoché la tête, ne faisant pas confiance à ma voix. Il m'a conduite à ma table habituelle, ce coin tranquille d'où je pouvais voir tout le restaurant sans être le centre de l'attention. Je n'ai commandé que du thé. Je ne pouvais pas manger. Mon estomac était un nœud de nerfs et d'anticipation. J'ai regardé le restaurant se remplir progressivement. Des couples élégants, des groupes d'affaires, des célébrations familiales, la vie normale se déroulant pendant que j'attendais le moment qui changerait ma vie à jamais. À 20h20, les portes principales se sont ouvertes. Et il était là, mon fils. Marcus est entré avec Serena à son bras, suivi de 6 personnes en costume coûteux, les investisseurs. Serena portait une robe vert émeraude qui coûtait probablement plus cher que ma voiture. Des bijoux éblouissants, un maquillage parfait. Marcus, impeccable comme toujours, souriant avec cette fausse confiance qu'il avait perfectionnée. Ils ne m'ont pas vu. Pas encore. Tony les a accueillis personnellement. Il les a conduits à la table centrale exactement comme Serena l'avait demandé. La table où tout le monde pouvait les voir, où ils pouvaient briller. J'ai pris une profonde inspiration. Le spectacle était sur le point de commencer. Je les ai regardés depuis mon coin s'installer à la table centrale. Serena était dans son élément, riant trop fort, touchant les bras des investisseurs avec une familiarité calculée. Marcus a étalé des dossiers avec des projections financières, pointant vers des graphiques avec un enthousiasme répété. J'ai reconnu 2 des investisseurs sur les photos que mon enquêteur avait recueillies. Des hommes d'affaires sérieux avec de vrais capitaux, le genre de personnes qui pouvaient faire ou défaire un projet avec une seule décision. Serena a immédiatement commandé du champagne, le plus cher de la carte. J'ai vu Marcus hésiter une seconde sur le prix, mais Serena l'a ignoré. Seulement le meilleur pour ce soir, a-t-elle déclaré, sa voix atteignant mon coin. Nous célébrons le début de quelque chose de grand. 20 minutes se sont écoulées. J'ai siroté mon thé lentement, respirant à peine. Puis c'est arrivé. Serena s'est levée pour aller aux toilettes, marchant sur ses talons incroyablement hauts qui la faisaient ressembler plus à un mannequin qu'à une personne réelle. Son chemin l'a menée directement devant ma table. Nos yeux se sont croisés. J'ai vu ses yeux s'écarquiller de choc, puis se rétrécir avec une fureur instantanée. Elle s'est arrêtée net, sa bouche formant une ligne dure. Elle est rapidement retournée à sa table, se penchant pour chuchoter quelque chose à Marcus. Je l'ai regardé tourner la tête, me cherchant. Quand il m'a trouvé, son expression a traversé plusieurs émotions, la surprise, la honte et finalement la colère. Il s'est levé de la table, s'excusant auprès des investisseurs avec un sourire crispé. Il a marché vers moi à pas rigide, Serena le suivant comme une ombre en colère, mon cœur martelant contre mes côtes, mais j'ai gardé ma main immobile autour de ma tasse de thé. Marcus a atteint ma table, sa voix basse, mais vibrant d'une rage contenue. « Maman, qu'est-ce que tu fais ici ?» Comme si j'avais besoin d'une permission pour exister dans les espaces publics. « Je dîne », ai-je dit simplement. Serena s'est penchée sur la table, les yeux comme des couteaux. « Sérieusement ? Après avoir refusé d'aider ton propre fils, tu viens ici dépenser de l'argent. Sais-tu même combien coûte cet endroit ? En fait, je le savais exactement jusqu'au dernier centime. » Marcus a nerveusement regardé vers leur table où les investisseurs regardaient la scène avec une curiosité évidente. « Maman, c'est très important pour moi. S'il te plaît, ne gâche pas cette soirée. Tu peux juste partir. » Chaque mot était une gifle, mais j'étais allé trop loin pour reculer maintenant. J'ai le droit d'être ici comme n'importe quel client. Serena a ri. Ce sont cruels que je connaissais trop bien. Cliente, s'il te plaît. Je parie que tu ne peux même pas te permettre le plat le moins cher du menu. Elle s'est tournée, cherchant un serveur, claquant des doigts avec impatience. Excusez-moi, nous avons besoin de parler au gérant. Il y a une situation qui nécessite une attention immédiate. Le serveur, un jeune homme nommé Ravière, qui travaillait avec moi depuis 3 ans, m'a regardé discrètement. Je lui ai fait un signe de tête presque imperceptible.
Continue. Tout de suite, madame, a-t-il dit professionnellement en s'éloignant. Marcus s'est frotté le front, son langage corporel criant le stress. Maman, s'il te plaît, je t'en supplie. Ces investisseurs sont ma seule chance. Si je conclus cet accord, je peux te rembourser tout l'argent que je t'ai demandé, mais j'ai besoin que tu partes maintenant. Tout l'argent, comme s'il avait jamais eu l'intention de le rendre. Serena n'essayait plus d'être discrète. Sa voix s'est élevée de plusieurs dB. C'est ridicule. D'abord, elle se pointe dans notre restaurant préféré il y a des semaines, nous embarrassant devant des amis. Maintenant, ça, c'est comme si elle nous harcelait. Harceler ? J'étais la harceleuse pour avoir existé dans le même espace qu'eux. Les clients voisins ont commencé à se retourner, des murmures remplissant l'air. Un couple à la table d'à accent grave côté a chuchoté en nous regardant. Un homme plus âgé a secoué la tête, désapprouvant clairement le spectacle. Marcus a remarqué la tension croissante et est devenu encore plus nerveux. Serena baisse la voix. Mais elle était en mode indignation performative à fond. Baisser la voix ? Pourquoi ? J'en ai marre de devoir gérer cette situation. Ta mère ne comprend pas les limites. Elle ne comprend pas sa place. Ma place. J'ai pris une profonde inspiration, sentant chaque fibre de mon être vouloir crier la vérité sur place. Mais je me suis retenu. Pas encore. Tony apparut alors, marchant avec son autorité tranquille. Bonsoir. Je crois comprendre qu'il y a un désagrément. Serena se jeta sur lui comme un prédateur sur une proie. Oui, il y a un énorme désagrément. Cette femme, elle me pointa du doigt comme si j'étais une preuve dans un procès. Ne devrait pas être ici. Elle cause des problèmes. Elle me harcèle, moi et mon mari, pendant un dîner d'affaires crucial. J'ai besoin que vous la retiriez immédiatement. Tony me regarda, son expression parfaitement neutre. La dame a-t-elle causé des troubles ? Serena ricana avec incrédulité. Des troubles ? Sa présence à elle seule est le trouble. Regardez comment elle est habillée. C'est un restaurant haut de gamme. Vous avez des codes vestimentaires. Vous avez des normes. Tony consulta une tablette, faisant semblant de vérifier quelque chose. Selon nos dossiers, la dame est une cliente régulière. Elle a dîné ici à plusieurs reprises sans incident. Cela ne fit qu'enrager Serena Moore. Je me fiche du nombre de fois où elle est venue ici. Elle paie probablement avec des coupons ou des promotions. Nous sommes de vrais clients. Nous dépensons de l'argent réel ici. Les investisseurs à la table centrale étaient maintenant complètement concentrés sur la scène. L'un d'eux, un homme distingué aux cheveux argentés, Monsieur Arthur Davis, se leva et se dirigea vers nous. Marcus, y a-t-il un problème ? Sa voix était grave, autoritaire. Marcus se retourna rapidement, son faux sourire réapparaissant instantanément. Non, non, Monsieur Davis, juste un léger malentendu familial. Il est en train d'être résolu. Monsieur Davis m'observa avec curiosité. Puis Marcus. Familial ? Serena se précipita pour intervenir. C'est la mère de Marcus. Elle a des problèmes, vous savez, un âge avancé. Parfois, elle se confond et se présente dans des endroits inappropriés. Nous essayons de gérer la situation discrètement. Des problèmes, confusion due à l'âge. Elle me dépeignait comme sénile devant des étrangers. M. Davis fronça légèrement les sourcils. Je comprends que les situations familiales peuvent être délicates. Mais son ton avait changé. Il y avait quelque chose dans son expression qui montrait de la désapprobation, non pas envers moi, mais envers eux. Tony intervint alors, sa voix polie mais ferme. Permettez-moi de résoudre cela de manière appropriée. Si vous me donnez un moment, je consulterai mon superviseur sur la meilleure ligne de conduite. Serena ricana. Superviseur ? Amenez le propriétaire si vous devez le faire. Je veux quelqu'un avec une véritable autorité pour gérer cela. Le propriétaire ? Elle voulait parler au propriétaire. L'ironie était si parfaite que j'ai presque eu envie de rire. Tony hocha la tête professionnellement. Bien sûr. Permettez-moi un moment. Il s'éloigna vers les bureaux administratifs. Le temps sembla s'arrêter. Serena retourna à sa table, parlant avec animation aux investisseurs,
expliquant probablement la situation malheureuse avec sa belle-mère problématique. Marcus resta près de ma table un moment de plus. Maman. Sa voix était à peine un murmure maintenant, mais chargée de quelque chose qui ressemblait à du désespoir. Pourquoi fais-tu ça? Pourquoi ne peux-tu pas simplement me soutenir pour une fois? Pour une fois. Comme si des décennies de soutien inconditionnel ne comptaient pour rien. Marcus, ai-je finalement dit, ma voix plus ferme que je ne me sentais. Je reste. Je vais terminer mon dîner, et tu vas retourner auprès de tes investisseurs et continuer ta réunion. Sa mâchoire se crispa. Tu es incroyablement égoïste. Il se tourna et retourna à sa table, me laissant avec ces mots suspendus dans l'air. Égoïste. J'étais égoïste pour avoir enfin fixé une limite, pour avoir enfin existé dans un espace qu'il considérait comme exclusivement le leur. J'ai regardé Tony sortir des bureaux, revenant avec un classeur en cuir dans ses mains. Nos yeux se sont croisés à travers le restaurant. Il a hoché légèrement la tête. C'était le moment. Le moment de vérité qui allait tout changer pour toujours. Mon cœur battait si fort que je pensais que tout le monde dans le restaurant pouvait l'entendre. Tony se dirigea directement vers la table de Marcus, pas la mienne. Le classeur en cuir sous son bras semblait peser des tonnes avec les secrets qu'il contenait. Tout le restaurant avait compris que quelque chose d'important se passait. Les conversations aux autres tables avaient été réduites à des murmures. Les serveurs s'étaient arrêtés stratégiquement dans des positions où ils pouvaient observer sans être évidents. Serena leva les yeux lorsque Tony arriva, son expression triomphante. Enfin. Avez-vous parlé au propriétaire? Allez-vous retirer cette femme? Tony plaça le classeur sur la table avec un mouvement délibérément doux. Madame, monsieur, j'ai consulté la situation avec la personne appropriée. Permettez-moi de clarifier quelques aspects de cet établissement. Marcus interrompit, sa voix tendue. Écoutez, nous voulons juste résoudre cela rapidement. Nous sommes en plein milieu d'une réunion importante. Si vous pouviez demander à ma mère de partir, nous vous en serions très reconnaissants. Nous pouvons même laisser un généreux pourboire pour le désagrément. Un pourboire comme s'il pouvait acheter le confort. Tony garda son calme parfait. Monsieur, avant de procéder, j'ai besoin que vous compreniez quelque chose de fondamental à propos de ce restaurant. Il ouvrit le classeur, sortant le premier document. C'était l'enregistrement officiel de l'entreprise avec des sceaux gouvernementaux et des dates remontant à 22 ans. Cet établissement, ainsi que 6 autres restaurants de la ville, appartient à un groupe d'entreprises familiales. Serena prêta à peine attention au document, trop concentrée sur sa propre indignation. C'est très intéressant, mais je ne vois pas ce que cela a à voir avec notre situation. Tony continua, imperturbable. Cela a tout à voir avec ça, madame. Vous voyez, la propriétaire majoritaire de ces établissements préfère rester discrète. Elle ne recherche pas la publicité ou la reconnaissance, mais elle est présente plus souvent que les gens ne l'imaginent. Il sortit un autre document. Celui-ci avec des photographies. Des photos de Rob et moi à l'ouverture du premier établissement. Des photos de nous deux lors de cérémonies de remise de prix pour l'association culinaire. Des photos datant de décennies. Monsieur Davis se pencha en avant, plissant les yeux pour mieux voir les images. Attendez, cette femme sur les photos? Serena finit par prêter attention, ramassant l'un des documents. Je la regardais scanner les lignes des yeux, son expression passant de l'irritation à la confusion. Je ne comprends pas ce que c'est. Tony pointa spécifiquement une section du registre de propriété. Comme vous pouvez le voir ici, la propriétaire actuelle est Madame Eleanor Johnson, la veuve de Robert Johnson. Elle a hérité de la totalité des actions après le décès de son mari il y a 5 ans. Depuis lors, elle a maintenu et développé les opérations avec un succès notable. Mon nom complet sur des documents officiels qui ne pouvaient être réfutés. Marcus était devenu complètement immobile, son visage perdant progressivement de la couleur. Attendez, Eleanor Johnson. Serena secoua la tête, sa voix s'élevant à nouveau. C'est ridicule. Il doit y avoir une erreur. Il doit y avoir une autre Eleanor Johnson. C'est un nom commun. Tony sortit d'autres documents, des actes de propriété, des états financiers avec ma signature, des certifications de la chambre de commerce, des photos plus récentes de réunions administratives où j'apparaissais clairement. Il n'y a aucune erreur, madame. Et pour éliminer tout doute, il se tourna vers moi,
sa posture changeant pour une posture de respect absolu. Il se dirigea vers ma table pendant que tout le restaurant retenait son souffle. « Madame la propriétaire, je regrette profondément que vous ayez dû assister à cette situation désagréable. Comment souhaitez-vous que je procède, madame la propriétaire ?» Les mots tombèrent dans le silence comme des pierres dans l'eau calme. Tous les regards se tournèrent vers moi. Je sentais le poids de dizaines de regards, mais les seuls qui comptaient étaient ceux de mes fils. Marcus était debout maintenant, sa chaise repoussée, sa bouche ouverte dans un choc absolu. Serena avait pâli de 3 teintes, les documents tremblants dans ses mains. Les investisseurs échangèrent des regards entendus, réévaluant clairement toute la situation. Je me suis levé lentement, mes jambes plus fermes que je ne m'y attendais. Ma voix, quand elle est finalement sortie, sonna calme, plus calme que je ne m'étais senti depuis des années. Tony, merci d'avoir géré cela avec un tel professionnalisme. Je me suis dirigé vers la table centrale, chaque pas semblant faire des kilomètres. Marcus recula instinctivement quand je me suis approché, comme si j'étais une étrangère dangereuse au lieu de sa mère. « Maman, je ne savais pas. » Sa voix s'est brisée au milieu de la phrase. Serena retrouva sa voix en premier, bien qu'elle soit sortie comme un cri. « Cela ne peut pas être réel. Tu ne peux pas être la propriétaire. Tu vis dans cette maison affreuse. Tu conduis cette vieille voiture. Tu t'habilles comme elle ne termina pas la phrase, mais elle n'avait pas besoin de le faire. Comme une personne pauvre, comme quelqu'un d'insignifiant, comme quelqu'un qui n'a besoin d'impressionner personne. Je l'ai complété pour elle. Comme quelqu'un qui a construit quelque chose de réel au lieu d'une façade d'apparence. Monsieur Davis s'éclaircit la gorge, son expression maintenant clairement mal à l'aise. Madame Johnson, permettez-moi de me présenter officiellement. Je suis Arthur Davis de Davis Capital Investment. Je dois dire que je connais votre réputation dans l'industrie. Vos restaurants sont légendaires pour leur qualité et leur gestion exceptionnelle. Il s'est levé, me tendant la main avec un respect sincère. Je l'ai serré, remarquant comment Serena regardait l'échange avec une horreur croissante. Une autre investisseuse, une femme élégante d'âge moyen nommée Iris Shen, s'est également levée. Iris Shen du Crestwood Investment Fund. Madame Johnson, c'est un honneur. J'essaie d'obtenir une réunion avec vous depuis des mois. Vos chiffres d'exploitation sont impressionnants. Marcus avait reculé jusqu'à ce qu'il heurte sa chaise, agrippant le dossier comme si c'était la seule chose qui le maintenait debout. Je ne comprends pas pourquoi tu ne me l'as jamais dit. Pourquoi m'as-tu laissé penser ? Sa voix était à peine un murmure brisé. Je l'ai regardé directement dans les yeux pour la première fois depuis des mois, en le voyant vraiment. Pourquoi vous ai-je laissé penser que j'étais pauvre ? Parce que je voulais voir si vous m'aimiez sans argent. Je voulais savoir si votre mère valait quelque chose pour vous au-delà de ce que je pouvais vous donner. Les mots sont sortis avec une douleur que je retenais depuis des années. Et j'ai eu ma réponse, Marcus. Je l'ai eu chaque fois que tu as demandé de l'argent sans demander comment j'allais. Chaque fois que Serena m'a humilié et que tu es resté silencieux. Chaque fois que tu m'as éloigné de mon petit-fils. Serena a récupéré une partie de sa bravade antérieure, bien qu'elle sonne creuse maintenant. Vous nous avez trompés. Vous nous avez fait croire que vous n'étiez personne. Je me suis tourné vers elle lentement. Je ne vous ai pas trompé. Vous avez supposé. Vous avez vu des vêtements modestes et avez décidé que j'étais sans valeur. Vous avez vu de l'humilité et l'avez prise pour de la pauvreté. Vous avez vu de la simplicité et avez décidé que c'était de la stupidité. Ma voix s'est légèrement élevée. Des années d'humiliation se transformant en mots. Vous ne m'avez jamais posé de questions sur ma vie. Vous n'avez jamais montré de curiosité sur la façon dont je payais les factures ou d'où venait l'argent que je vous donnais constamment parce que vous vous en fichiez. Vous vouliez juste ce que vous pouviez extraire de moi tout en me gardant assez petite pour vous sentir supérieure. Le restaurant était dans un silence absolu. Même les serveurs étaient immobiles. Marcus a essayé de s'approcher, sa main tendue. Maman, je suis désolé. Je ne savais pas. Je l'ai arrêté avec un regard. Tu ne savais pas quoi, Marcus? Tu ne savais pas que me traiter comme une ordure était mal. Aviez-vous besoin de savoir que j'avais de l'argent pour me traiter avec un respect élémentaire? Des larmes ont commencé à couler sur ses joues. Ce n'était pas mon intention. Serena et moi, Serena l'a interrompu, sa voix maintenant désespérée. Eleanor, pouvons-nous expliquer?
Il y a eu des malentendus. Du stress. Les pressions financières nous ont fait agir de manière, sa voix s'est éteinte alors que je la regardais. Des pressions financières. J'ai sorti mon téléphone, ouvrant les rapports de mon enquêteur. Parlez-vous des 200 000 $ de dette? La fraude à l'assurance avec les bijoux utilisant des photos d'Elias pour frauder des dons caritatifs? J'ai regardé la couleur disparaître complètement de son visage. Les investisseurs s'étaient levés maintenant, voulant clairement se distancier de la situation. Monsieur Davis a ramassé sa mallette. Je crois que ce n'est pas une conversation appropriée pour nous, Marcus. Je pense que notre partenariat potentiel doit être reconsidéré. Les autres investisseurs ont murmuré des accords, commençant à se retirer. Serena les regarda partir, son rêve de financement s'effondrant sous ses yeux. Les investisseurs partirent un par un, laissant Marcus et Serena seuls à cette table qui était censée être leur moment de triomphe. Les assiettes de nourriture coûteuse restèrent intactes. La bouteille de champagne à 300 $ se réchauffait dans son seau à glace, les bulles perdant leur pétillant comme les illusions de mon fils. Serena s'affaissa sur sa chaise, sa robe vert émeraude, qui avait semblé un symbole de réussite il y a quelques instants, ressemblait maintenant à un costume bon marché. Marcus était toujours debout, ses mains tremblant alors qu'il essayait de comprendre ce qui venait de se passer. Tout le restaurant regardait, certains clients avec pitié, d'autres avec satisfaction devant le drame qui se déroulait devant eux. Je suis resté là, sentant le poids de 66 ans de vie condensé dans ce moment unique. Maman. Marcus a finalement trouvé sa voix, bien qu'elle soit sortie comme un croassement brisé. S'il te plaît, pouvons-nous réparer ça? Je peux tout expliquer. J'ai fait un pas vers lui, gardant une distance suffisante pour voir tout son visage. Expliquer quoi exactement? Expliquer pourquoi il y a 3 semaines, tu as essayé de me virer de ce restaurant même. Expliquer pourquoi tu m'as éloigné de mon petit-fils pendant 2 ans. Expliquer pourquoi chaque fois que tu me regardais, tu voyais de la honte au lieu de la fierté. Chaque question était une poussée précise visant le cœur d'années de douleur accumulées. Marcus secoua la tête, des larmes coulant librement sur ses joues maintenant. Je t'aime, maman. Tu es ma mère. Tu as toujours été importante pour moi. J'ai senti ma propre gorge se serrer d'émotion, mais je l'ai repoussée. J'avais assez pleuré en privé. Il était temps pour les vérités. Ne confonds pas avoir besoin de moi et m'aimer, Marcus. Tu avais besoin de moi comme source d'argent. Tu avais besoin de moi comme filet de sécurité émotionnelle quand cela t'arrangeait. Mais m'aimer aurait signifié me respecter même quand tu pensais que je n'avais rien à t'offrir. J'ai pointé Serena du doigt, qui pleurait maintenant silencieusement, son maquillage coulant sur ses joues. Elle t'a montré qui être, et tu as choisi de devenir cette personne. Tu as choisi des valeurs superficielles plutôt que de vraies. Tu as choisi les apparences plutôt que la substance. Et le plus douloureux est que tu as choisi son approbation plutôt que l'amour de ta mère. Serena leva les yeux, sa voix sortant entre les sanglots. Je suis désolé, Eleanor. Vraiment. Je viens d'une famille où les apparences étaient tout, où le statut définissait ta valeur. Je ne savais pas comment être différente. C'était la première fois que je l'entendais sonner sincère, vulnérable. Mais les excuses après avoir été attrapé sonnent toujours différemment des excuses nées d'un véritable remords. Serena, ai-je dit, ma voix plus douce mais ferme. Tu as eu d'innombrables occasions de vraiment me connaître, de voir au-delà de mes vêtements ou de ma maison. Chaque fois que je cuisinais pour toi avec amour, chaque fois que je tricotais des vêtements pour Elias, chaque fois que j'offrais une aide sincère, tu aurais pu choisir de me voir comme une personne. Tu as choisi de me voir comme un obstacle. Tony s'approcha discrètement, se penchant pour parler doucement. Madame Johnson, aimeriez-vous de l'intimité? Dois-je préparer l'une des salles privées? J'ai considéré l'offre. Une partie de moi voulait mettre fin à cela loin des regards curieux, mais une autre partie, celle qui avait été humiliée publiquement tant de fois, avait besoin que cela soit public, aussi. Non, Tony, merci. Cela doit se terminer ici où cela a commencé. Il hocha la tête avec compréhension, reculant, mais restant à proximité au cas où j'aurais besoin de lui. Marcus fit un pas vers moi, ses bras tendus comme voulant me serrer dans ses bras. Maman, s'il te plaît, donne-moi une autre chance. Je peux changer. Nous serons différents. Serena et moi pouvons apprendre. Ne nous abandonne pas. Ne les abandonne pas.
L'ironie était écrasante. Marcus, tu m'as abandonné en premier il y a des années quand tu as décidé que je ne correspondais pas à la vie que tu voulais projeter. J'ai pris une profonde inspiration, sentant les mots suivants sur le point de changer notre relation pour toujours. Je suis venu ce soir non pas pour vous humilier. Je suis venu parce que vous deviez affronter de réelles conséquences. Vous deviez comprendre que les actions ont du poids, que vous ne pouvez pas traiter les gens comme jetables et vous attendre à ce qu'ils soient toujours disponibles quand vous avez finalement besoin d'eux. J'ai sorti une enveloppe de mon sac à main, une que j'avais préparée il y a des jours avec mon avocat. Je l'ai placée sur la table devant Marcus. « Qu'est-ce que c'est » a-t-il demandé, sa voix tremblant. « C'est une lettre de mon avocat. Elle explique comment j'ai restructuré mon testament et mes biens. » J'ai vu ses yeux s'écarquiller de panique. « Maman, non. » Je l'ai interrompu, levant la main. « Écoute-moi complètement avant de parler. Ton héritage consiste maintenant en cette maison où tu as grandi et $10 000 en espèces. Le reste de mes propriétés, restaurants et investissements ira dans une fiducie qui bénéficiera à mes employés fidèles, à des organisations caritatives qui nourrissent les nécessiteux et à un fonds éducatif pour Elias, qu'il recevra à ses 25 ans, administré par des tiers indépendants. » Marcus prit l'enveloppe avec des mains tremblantes, sortant les documents. Serena lut par-dessus son épaule, son visage passant du choc au désespoir absolu. « Tu ne peux pas faire ça, Eleanor, murmura-t-elle. Nous sommes ta famille. Elias est ton petit-fils. » Mon cœur se brisa un peu plus, mais je gardai ma voix ferme. Précisément parce qu'Elias est mon petit-fils, j'ai pris ces dispositions. Il aura accès à l'éducation, aux opportunités et à la sécurité financière quand il sera adulte. Mais il le recevra sans que vous puissiez y toucher ou le manipuler. Et il apprendra, espérons-le, que l'argent vient avec la responsabilité et le respect des autres. Marcus laissa tomber les papiers sur la table, se couvrant le visage avec ses mains. Ses sanglots étaient profonds, déchirants. Une partie maternelle de moi voulait le réconforter, le serrer dans ses bras comme quand il était un enfant faisant des cauchemars. Mais il n'était plus un enfant. C'était un homme qui avait fait des choix délibérés pendant des années. Cela ne signifie pas que je te coupe complètement de ma vie. J'ai continué, sentant mes propres larmes menacées de tomber. Mais cela signifie que notre relation doit être reconstruite à partir de zéro avec honnêteté, avec respect mutuel, sans transactions financières impliquées. J'ai regardé directement Serena, et cela signifie que si tu veux que je fasse partie de la vie d'Elias, ce sera selon des conditions très différentes. Pas comme la grand-mère embarrassante que tu gardes cachée, mais comme une vraie partie de sa vie, ou rien du tout. Serena ouvrit la bouche pour répondre, mais rien ne sortit. Marcus leva le visage, rouge et gonflé d'avoir pleuré. Que devons-nous faire? Dis-moi quoi faire pour réparer ça. C'était la mauvaise question. Il ne s'agit pas de faire quelque chose pour récupérer mon argent, Marcus. Il s'agit de faire quelque chose parce que tu veux vraiment être une meilleure personne. Parce que tu te soucies de la façon dont tes actions affectent les autres. Parce que tu veux que ton fils grandisse en voyant de vraies valeurs au lieu de l'hypocrisie. Je me suis accroupi légèrement pour rencontrer ses yeux. Quand ton père est mort, j'ai perdu mon partenaire de vie, mais je pensais au moins avoir mon fils. Découvrir que je n'étais précieuse pour toi que quand tu pensais pouvoir obtenir quelque chose de moi était pire que tout veuvage. Ma voix s'est finalement brisée sur ce dernier mot. Des larmes chaudes ont coulé sur mes joues. Cela a blessé chaque jour, chaque affront, chaque fois que Serena m'insultait et que tu ne disais rien. Chaque photo d'Elias sur les réseaux sociaux, sachant que je ne pouvais pas être là. Marcus a tendu sa main vers moi. Et cette fois, je ne l'ai pas rejetée. Je l'ai prise, sentant ses doigts froids et tremblants. Je suis tellement désolé, maman. Je suis plus désolé que les mots ne peuvent l'exprimer. J'ai serré sa main brièvement, puis je l'ai lâchée. Je sais, et peut-être qu'un jour ce « je suis désolé » suffira à reconstruire quelque chose de réel entre nous, mais aujourd'hui n'est pas ce jour. Je me suis redressé, essuyant mes larmes avec dignité. Tony est apparu instantanément à mes côtés, m'offrant un mouchoir propre. Je l'ai pris avec gratitude, essuyant mon visage. Le restaurant est resté dans un silence sépulcral. Toutes les personnes présentes avaient été témoins d'un moment intime et dévastateur. Je me suis tourné vers les convives, ma voix claire. Je m'excuse pour le spectacle. Veuillez continuer vos dîners. Le champagne est offert ce soir, gracieuseté de la direction.
Un lent applaudissement a commencé à une table à l'arrière, puis s'est répandu. Ce n'était pas le genre d'applaudissement joyeux et festif. C'était quelque chose de plus profond, de plus respectueux. C'était de la reconnaissance. C'était de la solidarité. C'était des gens qui avaient vu une injustice corrigée, une douleur nommée et une dignité retrouvée. Je me suis dirigé vers la sortie la tête haute, Tony m'escortant. Derrière moi, j'ai entendu Marcus crier une dernière fois. « Maman, attends. » Je me suis arrêté mais je ne me suis pas complètement retourné. Je vais changer. Je le promets. Ma voix est sortie douce mais ferme. Ne le fais pas pour moi, Marcus. Fais-le pour toi. Fais-le pour Elias. Fais-le parce que c'est la bonne chose à faire. Et puis j'ai quitté le restaurant, sortant dans la nuit froide, sentant que quelque chose de lourd avait finalement été libéré de ma poitrine. La nuit était froide et claire quand j'ai quitté le restaurant. Les étoiles brillaient avec une clarté que je n'avais pas remarquée depuis des années. Brenda m'attendait sur le parking, appuyée contre sa voiture. Quand elle m'a vu, elle a couru vers moi et m'a serré dans ses bras sans un mot. Je l'ai laissé me tenir, me permettant enfin de m'effondrer maintenant que j'étais loin de tous ses regards. J'ai pleuré sur son épaule, non seulement à cause de la douleur de ce que je venais de faire, mais aussi à cause du soulagement. Le soulagement d'avoir enfin dit la vérité, d'avoir fixé des limites, d'avoir cessé d'avaler ma propre dignité pour maintenir une fausse paix. « Tu l'as fait », a murmuré Brenda à mon oreille. « Je suis tellement fier de toi. » Nous sommes restés comme ça pendant plusieurs minutes jusqu'à ce que mes larmes sèchent et que ma respiration se calme. Je suis rentré chez moi en silence, Brenda me suivant dans sa voiture pour s'assurer que j'arrivais en sécurité. Ma petite maison m'a accueilli avec sa familiarité réconfortante. Les murs que Marcus avait méprisés, les meubles que Serena avait jugés honteux. Tout semblait différent maintenant, ni mieux ni pire, juste différent, comme si j'avais récupéré quelque chose que j'avais perdu sans m'en rendre compte. Je me suis préparé une tasse de thé et je me suis assise sur mon vieux canapé, le même où Rob lisait le journal le dimanche. Brenda s'est assise à côté de moi, attendant patiemment que je parle. « Tu penses que j'ai été trop dur ?» ai-je finalement demandé. Elle secoua la tête fermement. « Tu as été juste. Il y a une énorme différence entre être dur et simplement refuser de permettre les abus. » Les jours suivants ont été étranges. Mon téléphone a sonné constamment. Marcus a appelé plusieurs fois par jour, laissant de longs messages vocaux s'excusant, expliquant, suppliant. Serena a également appelé, son ton oscillant entre un remords sincère et un désespoir voilé. Je n'ai répondu à aucun appel pendant la première semaine. J'avais besoin de silence. J'avais besoin de traiter des décennies de douleur que j'avais refoulées. Tony m'a tenu informé du restaurant. Apparemment, l'histoire avait fuité dans les cercles d'affaires de la ville. Certains médias locaux avaient essayé de me contacter pour des interviews. Je les ai toutes refusées. Ce n'était pas une histoire à consommer en public. C'était ma vie, ma famille, ma douleur privée. 2 semaines après cette nuit-là, j'ai reçu une lettre, pas un texto ou un courriel, mais une lettre manuscrite sur du bon papier. Elle venait de Marcus. Je l'ai ouverte avec des mains tremblantes, lisant des mots qui semblaient venir d'un endroit plus profond que tout ce qu'il m'avait dit depuis des années. Il a parlé de la thérapie qu'il avait commencée, de conversations honnêtes avec Serena sur leurs valeurs et leurs priorités, de la vente du condo coûteux et du déménagement vers quelque chose de plus modeste, de la recherche d'un vrai travail au lieu de projets d'investissement, de vouloir qu'Elias grandisse en connaissant la valeur du travail honnête et le respect de toutes les personnes, quelle que soit leur apparence extérieure. Il n'a pas demandé d'argent. Il ne m'a pas demandé d'annuler mes décisions concernant l'héritage. Il a seulement demandé à la fin de la lettre la possibilité de reconstruire une vraie relation. J'ai pleuré en lisant cette lettre, non pas de tristesse, mais de quelque chose de plus compliqué. De l'espoir mêlé à de la prudence, de l'amour mêlé à de l'autoprotection. J'ai répondu avec ma propre lettre manuscrite. Je lui ai dit que j'appréciais ses mots, mais que les actions à long terme parleraient plus fort que toute promesse immédiate. Je lui ai dit que j'étais prête à essayer lentement avec des limites claires, que nous pourrions commencer par des cafés occasionnels, des conversations sans ordre du jour, reconstruire la confiance brique par brique, et que plus que tout, je voulais connaître mon petit-fils, le connaître vraiment, être présente dans sa vie s'il le permettait sincèrement. 1 mois plus tard, nous avons pris notre premier café dans un lieu neutre. Pas à mon restaurant ni dans leur quartier de la ville. Juste nous 3, Marcus, Serena et moi.
C'était maladroit au début. Conversation forcée, long silence, mais il y avait quelque chose de différent dans leurs yeux. Moins d'arrogance, plus d'humilité. Serena s'est excusée formellement. Pas d'excuses, pas de justification, juste la reconnaissance du mal causé. Je ne lui ai pas pardonné immédiatement. Le vrai pardon prend du temps, mais j'ai reconnu son effort. Marcus a parlé de son nouveau travail, un travail avec un salaire modeste mais honnête, de la façon dont il se sentait plus léger sans la pression de maintenir des apparences impossibles, des conversations qu'il avait avec Elias sur la gentillesse et le respect, même à l'âge de 2 ans de l'enfant. 3 mois après l'incident du restaurant, j'ai enfin rencontré Elias correctement. Marcus et Serena m'ont invité dans un parc public. Mon petit-fils courait parmi les balançoires, son rire emplissant l'air. Quand il m'a vu, il a hésité. J'étais une étrangère pour lui. Mais Marcus s'est agenouillé à son niveau, me pointant du doigt. Elias, voici ta grand-mère, Eleanor, la personne qui t'a fait cette écharpe que tu aimes tant. J'avais continué à tricoter pour lui, envoyant des cadeaux par l'intermédiaire de Marcus, sans attendre de reconnaissance. Le garçon m'a regardé avec ses yeux énormes et curieux. Puis il a couru vers moi avec la confiance absolue que seuls les enfants ont. Il a serré mes jambes. J'ai senti mon cœur exploser et se reconstruire simultanément. Nous avons passé l'après-midi à jouer. Elias m'a montré comment grimper sur le toboggan, comment me balancer, comment chercher des insectes sous les rochers. Marcus et Serena regardaient depuis un banc voisin, nous laissant de l'espace, mais restant présents. Quand le soleil a commencé à se coucher, Elias a bâillé dans mes bras, sa tête lourde contre mon épaule. « Grand-mère, tu sens bon ?» a-t-il murmuré en somnolant. Ces simples mots signifiaient plus que toute excuse élaborée. Ils signifiaient l'avenir. Ils signifiaient la possibilité. Ils signifiaient que peut-être, juste peut-être, quelque chose de bien pouvait sortir de toute cette douleur. La reconstruction a été lente. Il y a eu des reculs, des moments où de vieux schémas ont essayé de refaire surface. Mais quelque chose était fondamentalement différent. Maintenant, il y avait de l'honnêteté, des limites respectées, un effort sincère. Marcus a commencé à me rendre visite régulièrement, pas quand il avait besoin de quelque chose, mais simplement pour être là, pour demander comment s'était passée ma journée, pour entendre des histoires sur son père qu'il n'avait jamais voulu entendre auparavant. Serena est étonnamment devenue une étudiante humble. Elle a posé des questions sur mon travail dans les restaurants, sur les décisions commerciales, sur la façon dont Rob et moi avons construit quelque chose de durable. Pas pour me copier, mais pour apprendre sincèrement des valeurs qu'elle n'avait jamais apprises. 6 mois plus tard, pour mon 67e anniversaire, Marcus a organisé un petit dîner, pas dans un lieu élégant, mais dans ma maison. Il a cuisiné le repas lui-même, en utilisant des recettes que je lui avais enseignées quand il était enfant, mais qu'il avait oubliées. Serena a apporté des fleurs du marché local, pas des arrangements floraux coûteux. Elias m'a donné un dessin fait avec des crayons de couleur, des lignes tordues qui étaient censées être lui et moi. Je l'ai accroché sur mon réfrigérateur où il reste à ce jour. Ce soir-là, après qu'Elias s'est endormi sur mon vieux canapé, Marcus a pris ma main. Merci de ne pas avoir abandonné avec nous, de nous avoir donné cette chance d'être meilleurs. Je lui ai serré la main en retour. Merci de l'avoir saisi, d'avoir choisi un vrai changement au lieu de simplement dire des mots. Aujourd'hui, 2 ans après cette nuit au restaurant, ma vie est différente, mais aussi similaire. Je vis toujours dans ma modeste maison. Je conduis toujours ma vieille voiture. Je m'habille toujours simplement. Mais maintenant, Marcus comprend que ses choix ne viennent pas de la pauvreté, mais de valeur. Je gère toujours mes restaurants. Bien que maintenant Marcus m'accompagne occasionnellement à des réunions administratives, apprenant sincèrement l'entreprise, non pas pour en hériter, mais pour comprendre l'héritage de son père. Serena a commencé à travailler pour une vraie organisation caritative, utilisant ses compétences en médias sociaux pour de vraies causes au lieu de l'autopromotion. Et Elias, mon doux Elias, vient chez moi 2 fois par semaine. Nous faisons des biscuits ensemble. Je lui raconte des histoires sur son grand-père. Je lui enseigne que la valeur des gens n'est pas dans leurs vêtements ou leur maison, mais dans leur cœur et leurs actions. La réconciliation n'a pas effacé la douleur. Les cicatrices restent. Il y a des jours où je me souviens des humiliations et elles font encore mal. Il y a des moments où je vois Marcus et Serena et une partie de moi reste prudente, protégeant mon cœur des blessures futures. Mais il y a aussi des moments de rire sincère, de vraie connexion,
d'amour qui apprend à exister sans condition ni transaction. J'ai appris que fixer des limites n'est pas de la cruauté, que demander le respect n'est pas de l'égoïsme, que protéger sa dignité ne vous rend pas moins aimant. Et j'ai appris qu'il n'est jamais trop tard pour enseigner, même à vos enfants adultes, que chaque personne mérite d'être traitée avec une humanité fondamentale, peu importe la quantité d'argent qu'elle a ou comment elle s'habille. Cette nuit au restaurant a tout changé. Non pas parce que j'ai révélé ma richesse, mais parce que j'ai enfin révélé ma valeur. Et cette valeur n'a jamais dépendu du nombre de restaurants que je possédais ou de la quantité d'argent que j'avais à la banque. Elle dépendait de mon humanité, de ma dignité, de mon droit d'être respecté simplement pour exister. Rob aurait été fier non pas de l'empire que nous avons construit, mais de la femme qui a finalement défendu cet empire quand c'était le plus important. Aujourd'hui, je dîne régulièrement dans ce même restaurant. Parfois seul, profitant de la paix. Parfois avec Brenda, célébrant notre amitié inébranlable. Et parfois avec Marcus, Serena et Elias construisant de nouveaux souvenirs sur les cendres des anciens. Le respect n'est pas hérité. Il se gagne. Il se choisit. Et il se protège. Même quand ça fait mal, surtout quand ça fait mal. Parce qu'en fin de compte, la seule chose que nous possédons vraiment est notre dignité. Et personne ne peut vous l'enlever à moins que vous ne le permettiez. Avez-vous aimé mon histoire? Et de quelle ville écoutez-vous? Rencontrons-nous dans les commentaires. Si vous aimez l'histoire, vous pouvez me soutenir en envoyant un super thanks pour que je puisse continuer à apporter plus d'histoires comme celle-ci. Merci beaucoup pour votre gentil soutien. J'attends avec impatience vos commentaires sur l'histoire. À l'écran, vous pouvez voir 2 nouvelles histoires de vie que je recommande vivement. Il y a tellement plus sur ma chaîne. N'oubliez pas de vous abonner. À bientôt dans la prochaine histoire de vie. Avec amour et respect.